Alors, on aborde aujourd'hui le cours numéro 5, qui constitue la première partie de ce qu'on appelle la situation agricole et la crise agricole et alimentaire d'aujourd'hui, qui sont finalement, on va appeler ça la révolution agricole. Vous pouvez changer le transparent ? La révolution agricole contemporaine et la révolution verte. Alors, d'abord, pour aborder ça, il faut se souvenir nous avions arrêté l'étude un peu rapide des révolutions agricoles successives qui se sont produites en Europe occidentale. Bon, la néolithique, la révolution agricole de l'Antiquité, les systèmes à jachère et culture attelée à l'arrière de l'Antiquité, les systèmes à jachère toujours à culture attelée lourde avec charrue, chariot du Moyen-Âge, et puis la mise en culture des jachères avec des prairies artificielles et des plantes sarclées au XIXe siècle. Bon, fin XIXe siècle, début XXe siècle, on en est là. C'est-à-dire que les systèmes agricoles pratiqués dans les villages des quatre coins de la France et des quatre coins de l'Europe sont des systèmes agricoles, on va dire, qui sont basés toujours sur la culture des céréales, qui occupent entre la moitié et les 2/3 des terres labourables, mais aussi les cultures fourragères, prairies artificielles, ou plantes sarclées fourragères comme les navets, les betteraves, etc., ou encore plantes sarclées alimentaires venant en complément des céréales et qui sont le plus souvent des pommes de terre ou des légumineuses secs du genre lentilles, pois, haricots, etc. Donc des systèmes de culture très denses, intégrant les cultures destinées aux hommes et les cultures destinées aux animaux, des systèmes d'élevage utilisant encore les pâturages non labourés et quelques prés de fauche, mais vivant dans une large mesure les animaux sur les cultures incorporées dans la rotation. C'est ça la polyculture élevage du début du siècle. Alors, ceci dit, aux animaux herbivores qui vivent sur l'écosystème qu'on vient de dire, viennent s'ajouter des animaux monogastriques, omnivores comme les porcs ou granivores comme les volailles, qui vivent intégrés au système un peu des miettes et des sous-produits du système. C'est-à-dire que les porcs sont nourris avec les menus grains, les issues de meuneries, avec les déchets ou les non consommés de la polyculture. Les volailles un peu aussi, et les volailles sont des machines à glaner tout ce qui traîne dans l'écosystème également. Donc ce sont des systèmes très très économiques et relativement performants, puisque en culture attelée lourde, avec des vaches, c'est pas les chevaux qui prédominent en France au début du siècle, hein, ça c'est une illusion de livre d'agronomie. Il y a des chevaux dans les grandes plaines de la moitié nord de la France, mais presque partout ailleurs, c'est les vaches, même pas les bœufs, qui sont l'animal de traction le plus répandu et de loin. Également des mulets, des mules et des ânes. Et bien sûr des chevaux dans les exploitations, on va dire, les plus performantes des régions de Limon. Donc, cette polyculture élevage-là, très très évoluée, a atteint un niveau de fertilité utile à l'hectare et au kilomètre carré très important, puisque au fond, on nourrit en France ce qu'on n'avait jamais nourri dans les systèmes précédents, 40 à 50 millions d'habitants, et on les nourrit plutôt mieux que jamais. Deuxièmement, la productivité est relativement élevée, puisque la moitié de la population peut largement nourrir, travaillant dans l'agriculture, peut largement nourrir l'autre moitié. Fin 19e, début 20e, arrive quelque chose d'assez nouveau, c'est que ces systèmes de polyculture, élevage très intense et très compact et très productif, sont quand même très très coûteux en main-d'œuvre. Un paysan de la fin du 19e ou du début du 20e, une famille paysanne sur 4 ou 5 hectares, ils n'arrêtent pas.
par rapport au système antique, hein, c'est absolument énorme le travail, parce qu'il faut évidemment labourer et emblaver à l'automne, il faut labourer et emblaver au printemps, mais maintenant, comme il y a des plantes sarclées, il faut biner, buter la moitié du printemps et la moitié de l'été, il faut faire des coupes de foin en début d'été, en juin ou juillet, il faut en faire des regains en septembre, il faut ressemer des plantes sarclées dérobées au mois de septembre, il faut les biner à l'automne, il faut les récolter à l'automne ou en hiver, sans compter les jardins, sans compter les vignes, sans compter les arbres fruitiers, sans compter les animaux dont il faut s'occuper absolument tous les jours, toutes catégories d'animaux confondues. Le calendrier agricole est littéralement saturé, toutes les périodes de pointe se chevauchent les unes des autres, et c'est un peu la galère. Et en tout cas, ce qui bloque la productivité, c'est effectivement la multiplication des tâches. Et c'est la raison sans doute pour laquelle des tas de paysans, des tas d'artisans de village, des tas d'industriels, voire d'ingénieurs au XIXe siècle, commencent à essayer d'imaginer des machines agricoles plus performantes que celles dont on a hérité et qui, au fond, remontent pratiquement au Moyen-Âge. Hein. C'est ce qu'on a décrit la dernière fois. Et quelles machines ils vont inventer? Ils vont d'abord viser les périodes de travail où on ne s'en sort pas. Avec des cultures qui sont maintenant presque continues, le temps où les terres sont libres pour labourer, herser, semer est extrêmement court. Donc on va essayer de gagner du temps sous toute cette période intermédiaire de préparation des terres et d'emblavure qui se produit à l'automne et au printemps. Alors qu'est-ce qu'on invente? D'abord une machine à labourer qui va faire gagner un peu de temps, qui s'appelle le Brabant. Le Brabant, c'est comme une autre charrue, mais c'est tout métallique. Et à la différence d'une charrue, un Brabant, une fois qu'il est attelé derrière des animaux, vous n'êtes pas obligé de le tenir, il tient tout seul. Il tient tout seul, pourquoi? Parce qu'on a rendu le corps de la charrue solidaire de l'avant-train par un système de verrouillage ou de blocage ou de crémaillère pour régler l'inclinaison, je passe. Et une fois que c'est réglé, en bout de champ, si on ne change pas trop d'inclinaison du terrain, hop, ça marche tout seul, vous pouvez lâcher votre Brabant, vos bêtes vous l'emmènent d'un bout. Autrement dit, un homme peut labourer tout seul, mener ses bêtes et s'occuper de son Brabant à chaque changement de direction, etc. Et puis, alors ça, c'est important, ça veut dire un homme en moins. Ensuite, ces Brabants sont plus courts que les charrues, ça tourne plus facilement en bout de champ, et surtout, pour les régions accidentées, on invente le Brabant double réversible, c'est-à-dire qu'en fait, il y a deux corps de charrue sur l'âge de la charrue, et hop, on la retourne en bout de champ. Elle labourait en versant à droite en allant, en revenant, elle va labourer en versant à gauche. Autrement dit, vous labourez en allant et vous labourez en revenant. En plaine, ce n'est pas nécessaire parce qu'on n'a qu'à tourner autour de sa planche de labour et on laboure en allant, on laboure en revenant. Mais en région accidentée, moindrement accidentée, c'est très important. On va donc gagner pratiquement la moitié du temps sur les labours. Moyennant quoi, il va falloir accélérer le travail de herçage derrière et on invente les herses articulées qui travaillent sur une largeur plus grande que les vieilles herses en bois. Et puis il faut gagner du temps sur les semis et on va faire des semoirs à multilignes et non plus des semoirs à une ligne comme on avait auparavant. Et puis on a toute une série de rouleaux, squelettes, etc., correspondant à toutes les étapes et à tous les états du terrain. Et voilà, on va dire, compacter, réduire de moitié le temps nécessaire aux emblavures. Ensuite, il va y avoir cette chose absolument nouvelle qui sont les plantes sarclées de plein champ qui sont à la place de la jachère et qui prennent un temps fou parce qu'il faut biner 3 ou 4 fois pendant la saison, il faut voire buter pour certaines. Et sans les bineuses et les butoirs à traction animale qui se multiplient à cette époque, c'était vraiment la galère. Donc on gagne du temps sur les plantes sarclées. Et puis on va essayer de gagner du temps sur les récoltes. Alors ça, c'est un peu difficile parce que comme c'est un système où il y a beaucoup d'élevage, il faut trouver un moyen de couper l'herbe plus vite qu'à la faux. Et l'invention qui va régler ce problème, c'est la barre de coupe
alternative, hein, qui fonctionne un peu comme une tondeuse à cheveux ou à barbe, et qui, je passe sur les détails, et qui est actionnée par une espèce de chariot qui, en roulant, fait fonctionner un engrenage et puis un va-et-vient alternatif, et puis voilà, on va couper l'herbe. Alors ça, on coupe l'herbe 10 fois plus vite avec une faucheuse qu'avec une faux. 10 fois plus vite, c'est énorme. Mais on va être bloqué par le fanage, l'endénage, alors on invente les faneuses à fourche alternative, puis les endéneuses. Finalement, il va rester charger les chariots, trimballer les chariots jusqu'aux granges et puis décharger les chariots. Bon, il y a la moitié du travail qu'il faut continuer de faire à la main et avec des chariots. Mais il y a une moitié du travail qui est presque réduite de 90%. Au total, on gagne encore à peu près la moitié du temps sur ces opérations. Reste la moisson, et là, on va essayer d'utiliser la faucheuse. Seulement, la faucheuse, si vous coupez du blé, toc, 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 comme ça, il est complètement égrené sur toute la ligne, donc on peut difficilement le rassembler en germe. Donc on invente la javeleuse, qui est finalement une faucheuse avec un tablier réceptacle, qui reçoit les épis bien ordonnés, et puis qui les dépose tous les 10 mètres pour faire une javelle qui est ensuite portée sur. Et puis, ça ne suffit pas, on passe à la moissonneuse lieuse, qui finalement ramasse le grain comme une javeleuse et en plus l'enroule en gerbe, le ficelle et le noue. L'invention du bec noueur est décisive pour le passage à la mécanisation de la moisson. Bon, on gagne encore du temps sur tous les autres travaux et en particulier tout un tas de machines à main, coupe-racine, hache-foin, hache-paille, écrémeuse à lait, etc., vont venir faire gagner du temps pratiquement sur toute la ligne. Et cette mécanisation de la traction animale et des travaux manuels, ça n'a rien à voir avec la motorisation dont on va parler dans un instant. La mécanisation est un phénomène du 19e et du début du 20e siècle qui a déjà permis, en gros, d'économiser la moitié du temps de travail des paysans et donc de doubler la productivité, à condition, bien sûr, que les grandes exploitations qui achètent toutes ces machines suppriment la moitié de leur main-d'œuvre, à condition que les petites qui essayent d'en faire autant, non seulement suppriment la moitié de leur main-d'œuvre, mais souvent s'agrandissent pour pouvoir rentabiliser ces machines. En gros, ça devient rentable à partir d'une dizaine d'hectares. Avant, 5 hectares par travailleur, après, 10 hectares par travailleur. Donc, la mécanisation de la traction animale permet d'économiser la moitié, grosso modo, de la force de travail en agriculture. On avait en France, pour donner une idée, on avait la moitié de la population active qui était dans l'agriculture au début du siècle. À la veille de la guerre, au lendemain de la guerre, on n'en avait plus que le quart. On avait économisé la moitié de la main-d'œuvre agricole. Toujours sur un système de polyculture-élevage complexe issu de la révolution agricole 18e, 19e. Bon, on en est là, donc, quand arrive dans l'entre-deux-guerres des choses qu'on connaissait un peu avant, mais qui n'avaient pas été mises sur le marché, on va dire, de manière suffisante pour vraiment déclencher un changement significatif dans l'agriculture. Et c'est la production de moyens de production par l'industrie mécanique, qui produit des tracteurs et des grandes machines complexes, etc., de plus en plus puissants, de plus en plus complexes, de plus en plus grande capacité, et l'industrie chimique qui produit des engrais minéraux, enfin les industries extractives, plus les industries chimiques qui produisent des engrais minéraux et des pesticides en quantité. La révolution agricole du XXe siècle, c'est l'utilisation dans l'agriculture des moyens de production issus de la grande industrie, mais dans la grande industrie mécanique, on va dire, de la grande industrie chimique, pétrochimique comprise, bien sûr, puisqu'il y a les carburants et tout un tas de dérivés. Bon, autrement dit, de ce qu'on appelle la deuxième révolution industrielle. On peut ajouter l'électricité pour les machines de ferme. Autrement dit, la révolution agricole contemporaine du XXe siècle, c'est l'utilisation des moyens de production tout à fait nouveaux, issus de la deuxième révolution industrielle. C'est la raison pour laquelle on nomme quelquefois première révolution agricole ce qui s'est passé au XVIIIe et XIXe siècle,
qui est concomitant de la première révolution industrielle, et on nomme parfois, mais ça c'est très, on va dire, très académique, deuxième révolution agricole, la révolution agricole contemporaine du XXe siècle, qui elle est concomitante de la deuxième révolution industrielle. Alors, comment ça se passe? Alors, d'abord, les engrais minéraux. Les engrais minéraux, leur origine est très ancienne. D'abord, distinguons ce qu'on peut appeler un engrais de ce qu'on peut appeler un amendement. Un amendement, c'est par exemple du sable qu'on met ou des limons légers qu'on met dans des terres trop argileuses pour en améliorer les caractéristiques physiques. Ça peut être l'inverse, ça peut être de l'argile qu'on met dans des terres trop sableuses pour en améliorer les caractéristiques physiques. Et puis, on appelle aussi amendement le fumier, parce que le fumier, c'est aussi une matière qui, par sa nature physique, améliore la structure de tous les types de sols, les argileux, les sableux, les limoneux et les autres. Seulement, le fumier n'est pas seulement un amendement. Le fumier est un engrais en ce sens qu'il fournit par humification, minéralisation, il fournit des matières minérales assimilables aux plantes. Donc l'engrais, le fumier est à la fois un amendement, améliorant les caractéristiques physiques des sols, et un engrais fournissant les matières minérales qui vont dans la solution du sol et dont se nourrissent les plantes. Donc ça, en gros, voilà où on en était dans l'ancien temps. Cela dit, il y avait très longtemps que dans certaines civilisations agricoles, chez les Incas, au Pérou, avant que les Européens arrivent, on utilisait déjà ce qu'on appelait des guanos ou des nitrates naturels, qui sont des accumulations de déjections d'oiseaux marins sur une côte désertique où ils se minéralisent pour être pratiquement un mélange de phosphate et de nitrate d'origine organique et qui constitue un engrais minéral et pas un amendement, un engrais minéral qui était utilisé dans les oasis de la côte par les Incas et même dans les vallées des Hautes-Andes. Ils étaient trimballés jusque dans les Hautes-Andes par les caravanes de lamas. Dans l'Égypte ancienne, puisque ça a duré 3000 ans, la haute antiquité égyptienne, les paysans utilisaient quelquefois des sites d'anciens villages qu'on appelait des tels, hein, en arabe, qui étaient tout simplement des monticules au-dessus de la plaine inondable, et qui étaient faits d'une accumulation de déjections organiques, végétales, animales et humaines, fantastiques, et qui, sous le climat désertique de l'Égypte, s'étaient également minéralisés au point d'être de véritables petites mines, hein, d'origine anthropique, on va dire, d'origine humaine, de petites mines de phosphate et de nitrate. Et les paysans égyptiens savaient très bien aller retaper là-dedans pour améliorer la fertilité minérale de leur sol. Donc les engrais minéraux, ce n'est pas une invention du XXe siècle et de la grande industrie. Dès le XIXe siècle, les bateaux à vapeur allaient jusqu'au Chili chercher des guanos et des nitrates qui étaient déjà utilisés sur les côtes européennes et le long des vallées, mais comme il n'y avait pas de chemin de fer et comme il n'y avait pas de transport autre qu'animaux à l'intérieur des terres, ça s'arrêtait généralement aux zones les plus accessibles de l'Europe de l'Ouest. Donc on utilisait ça. Et puis il y avait des tas d'endroits où on trouvait dans le nord, dans des sables d'une certaine couche géologique dont j'ai oublié le nom, et dans certains gouffres du Périgord et d'ailleurs, on allait chercher où il y avait eu des accumulations organiques anciennes qui s'étaient minéralisées, on allait chercher des engrais minéraux, phosphatés, nitratés aussi, mais dans une moindre mesure. Donc, et puis à partir de... alors, au XIXe siècle, on a utilisé ça. Et bien sûr, ce qu'on a utilisé d'abord, c'est les nitrates, parce que, au fond, le facteur limitant, je dirais, les rendements dans les terres d'Occident au XIXe et au début du XXe siècle, c'était encore souvent l'azote. Une fois qu'on avait mis des nitrates, on découvrait que, il valait mieux rajouter des phosphates, sinon
le facteur limitant. Une fois qu'on avait levé le facteur limitant azote, ça devient le facteur limitant phosphate. Puis une fois qu'on avait levé le facteur limitant phosphate, on s'apercevait qu'il y avait certaines terres qui manquaient un peu de potasse et on rajoutait de la potasse. Donc on invente petit à petit. Et puis les théories de Liebig aidant, on se rend compte que les 3 engrais, nitrate, phosphate, potasse, sont au fond la clé de l'amélioration des rendements. Mais, quand on a commencé à utiliser tout ça, on arrive très vite à un maximum de rendement qui ne dépend plus de qu'est-ce qu'on met comme engrais, fût-il équilibré, mais qui dépend du potentiel génétique de production des variétés, on va dire, anciennes qu'on utilisait. C'est-à-dire qu'on peut mettre de l'engrais tant qu'on veut sur des variétés du 19e siècle, on ne dépassera pas 25 ou 30 quintaux. Et donc, l'usage des engrais incite à découvrir et à chercher des variétés ayant un potentiel de rendement plus élevé. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire des variétés qui peuvent en avaler et en digérer davantage de ces minéraux, qui vont se développer d'une manière qu'elles vont produire ce qui est utile, c'est-à-dire du grain, en quantité suffisante pour rentabiliser les engrais qu'on va avoir ainsi mis. Donc, la sélection de variétés à plus haut potentiel de rendement devient la clé de l'utilisation des engrais. La recherche agronomique commence, les obtenteurs de semences et de plantes à haut rendement commencent à se mobiliser. Parce qu'à partir du moment où il y a des engrais, ça devient rentable d'utiliser des semences qui vont donner des récoltes plus élevées et plus performantes. Et finalement, on va dire la chimisation ou l'usage des engrais minéraux va s'accroître au fur et à mesure que les obtenteurs privés ou publics, la recherche agronomique, de variétés à haut rendement vont produire des variétés qui peuvent avaler, rendre en produit et rentabiliser, enfin on va dire avaler, digérer et rentabiliser les engrais minéraux ainsi mis à la disposition des plantes. Et donc, depuis les premières décennies du siècle, au fond, on s'aperçoit que qu'est-ce que font les obtenteurs et les chercheurs? Eh bien, ils essayent d'obtenir des variétés à rendement de plus en plus élevé qui permettent de rentabilité des oses croissantes. Et on en arrive comme ça dans les années, on va dire, 70, 80, 50, 70, 80, à des variétés qui sont capables de produire une centaine de quintaux, voire davantage dans des conditions favorables, de grains à l'hectare. Alors, ce sont des céréales, évidemment, on fait de la sélection en lignée pure le plus souvent, et quelquefois, on hybride pour obtenir l'effet d'inbreeding, c'est-à-dire d'avoir une semence qui va donner encore de meilleurs résultats que les deux lignées qui ont des caractéristiques différentes. Le seul problème, c'est que quand on a des semences hybrides, on les sème une fois, on fait sa récolte, et il faut racheter la semence, parce que si on ressème une deuxième fois, il y a disjonction des caractères de l'hybride, et on obtient un peu n'importe quoi, bon, pas bon, etc. Donc, l'histoire, par exemple, que les OGM interdisent aux paysans de ressemer sa semence, c'est vrai, bien sûr. Les producteurs de semences OGM s'arrangent bien pour qu'on puisse pas ressemer leurs OGM. Vous savez, le scandale, Terminator, tout ça. Mais vous savez, quand vous avez un hybride de maïs, c'est pareil, vous le semez une fois et vous ne pouvez pas le ressemer la deuxième fois. Vous ne pouvez pas ressemer vos propres semences quand vous êtes agriculteur. Donc, ça, c'est le premier mouvement. À partir du moment où on a mis 500 francs d'engrais pour avoir une céréale, pour obtenir 30 ou 40 quintaux, qu'on a mis 1000 francs d'engrais pour avoir 50 ou 60 quintaux, qu'on a mis 2000 francs d'engrais pour en avoir 100 ou davantage, on a, dans le sol, sur pied, on a une récolte qui a une valeur beaucoup plus importante qu'autrefois. Et si jamais cette récolte sur pied est attaquée et détruite par des parasites ou détruite par la grêle ou par une intempérie quelconque, alors la perte est énorme. Et la perte n'est pas que vous passez d'un revenu à zéro revenu. Non, mais vous passez d'un revenu
attendu à moins 1000 francs ou moins 2000 francs à l'hectare, ce que vous aviez mis comme fumure et autres ingrédients au départ. Donc il faut avoir un système d'assurance, sinon ce n'est pas viable. Et d'où le développement des assurances classiques contre les intempéries, grêle, gel, etc. C'est inéluctable, sinon on se ruine, à moins d'avoir des stocks d'argent d'avance considérables, ce qui n'est pas le cas des paysans, puisque tous les ans, il faut qu'ils investissent davantage. Donc les assurances, et puis l'assurance qui n'est pas sur le marché, c'est l'assurance contre les attaques de parasites, etc. Et d'où la nécessité de trouver des moyens de lutter efficacement contre ce que les agronomes appellent les ennemis des cultures, c'est-à-dire les mauvaises herbes, les herbicides, hein, qui se développent d'autant mieux que vous avez mis des engrais. C'est exactement comme le blé et le reste. Hein. Plus vous mettez d'engrais, plus vous avez de mauvaises herbes. Donc les herbicides, les fongicides, bon, les maladies qui se développent sur le grain, la tige, etc., les champignons en tout genre, les corvicides, c'est-à-dire aussi de la mort enfin des poisons pour les corbeaux, des poisons pour les rats, etc., et les insecticides, etc. Tout ça qu'on appelle les pesticides. Et une industrie chimique nouvelle naît presque comme conséquence, on va dire, de la sélection et de la minéralisation de la fumure, donc les fumures minérales croissantes. Donc c'est l'industrie des pesticides. Alors évidemment, quand on invente des molécules poison pour ceci, pour cela, en tout genre, tout le temps, en général, on vérifie que ce n'est pas trop toxique, mais bon, vous connaissez très bien la suite de l'histoire. On s'aperçoit 10 ans après, ou 15 ans après, ou 20 ans après, que ça reste dans les sols, que ça ne se résorbe pas, que ça reste dans les nappes, etc., que ça nuit à des espèces sauvages qu'on n'aurait pas voulu détruire et qui sont de ce fait attaquées aussi, les oiseaux, les grenouilles, et les écrevisses et tout un tas d'autres bestioles, que ça peut même polluer certains aliments, etc. Et au fond, au fur et à mesure qu'on invente des choses nouvelles, on invente aussi... on découvre aussi les inconvénients des unes et des autres, et puis l'innocuité, il y en a certaines qui deviennent inutiles parce que la nature s'est habituée à elles, etc. Il faut réinventer tout le temps, puis il faut corriger tout le temps. Et ça, vous savez très bien, on en est là. Donc ça, c'est l'histoire un peu de la chimisation. Mais ce faisant, on est passé, pour ne parler que des céréales, on est passé d'une dizaine de quintaux de céréales, peut-être 15 quintaux à l'hectare dans l'ancien système avec fumier, on est passé à 80, 100, 110 quintaux aujourd'hui par ce formidable mouvement, on va dire, de sélection, chimisation. On peut dire ça en deux mots. Cela dit, l'accroissement de production. Donc les rendements ont été multipliés par une dizaine de fois en 50 ans, entre les années 1950 et les années début 2000. Deuxième chose, apparaissent les tracteurs, c'est-à-dire les moteurs à explosion, etc. C'est-à-dire des engins qui vont petit à petit remplacer la traction animale et qui vont être de puissance croissante. Il y avait déjà des tracteurs avant la guerre, mais c'était, statistiquement parlant, presque insignifiant. Et la vraie phase de motorisation en France, ça commence au lendemain de la guerre avec les tracteurs du plan... comment ça s'appelait ? Du plan Marshall, c'était les casse-chevaux, je ne sais pas quoi, Massey Ferguson ou quelque chose comme ça. Comment ? Farman peut-être, je ne sais pas. Enfin, moi j'en ai vu en France, je ne sais pas si j'en ai vu, j'étais un peu petit, puis il n'y en avait pas beaucoup dans mon village, mais j'en ai vu surtout sur les fermes du Québec, on a toujours ces tracteurs-là qui sont sur le toit des maisons, repeints tous les ans, etc. Bon, on a les tracteurs de 15 chevaux. Ces tracteurs sont pas très puissants, et ils sont... mais par rapport aux animaux de trait,
ils ont quand même d'énormes avantages. Ça saute pas aux yeux comme ça, parce que ils sont pas assez puissants pour qu'on mette des grosses machines. Donc qu'est-ce qu'on met derrière? Puis ils coûtent quand même cher. Ce qu'on met derrière, c'est les anciennes machines, c'est les Brabants, les faucheuses, les moissonneuses-lieuses. Hein. On n'en est pas à la mécanisation nouvelle manière. Mais ils sont infatigables. On peut tourner 20 heures. Alors que les bêtes, au bout de 4-5 heures, il faut arrêter, il faut changer d'attelage ou s'arrêter. Et même le laboureur ou le tractoriste, il peut rester 10 heures sur le tracteur alors qu'il ne pouvait pas marcher 10 ou 15 heures derrière, même avec 2 attelages, des animaux toute la journée. Donc ils sont infatigables. Et rien que ça permet de doubler la productivité du travail. En plus, ils vont un peu plus vite. Donc la plupart des opérations, on les fait un peu plus vite. Disons en simplifiant que simplement un tracteur de 15 chevaux, ça permet de passer de 10 hectares par travailleur à 20 hectares par travailleur. Et pour être rentabilisé, évidemment, il faut avoir plus que 10 hectares par travailleur. Donc c'est les exploitations, cette fois, de plus de 10 hectares ou 20 hectares qui vont pouvoir acheter ces tracteurs et les rentabiliser. Mais ensuite, si on regarde comment ça a évolué, ensuite on passe à des tracteurs on va dire, 30, 40 chevaux. Les tracteurs de 30, 40 chevaux, ils peuvent déjà tirer non pas un soc, mais 2 socs, des charrues bisocs. Ils peuvent déjà tirer des barres de coupe de faucheuses ou de moissonneuses-lieuses agrandies. Et ils peuvent même déjà tirer des petites moissonneuses-batteuses qui sont tirées et qui coupent latéralement, qui font, je sais pas quoi, 1,20 m de barre de coupe, et qui, cette fois, coupent le grain, le battent, et laissent en général sur le sol la paille en vrac, qui est ramassée ensuite par une ramasseuse presse, etc., à basse densité, etc. Deuxième étape, donc, la puissance des tracteurs double, la superficie par actif possible double. Année 70, la puissance double, la superficie cultivable par travailleur. Et c'est comme ça depuis, on va dire, 1950. Tous les 10 ans, la puissance des tracteurs double, la capacité des machines qui sont tirées par ces tracteurs double, la superficie par travailleur double. En l'an 2000, alors qu'en 1950, la superficie maximum par travailleur, souvenez-vous, c'est de là qu'on est parti, était de l'ordre de 10 hectares par travailleur en grande culture. En l'an 2000, la superficie maximum par travailleur est plutôt de 200 hectares et de l'ordre de 200 hectares. Alors, ça va vous paraître énorme, rassurez-vous, vous pouvez, quand vous voulez, aller voir 400 hectares par travailleur au Canada, à Magdebourg ou en Australie, et même davantage. Donc, quand on dit 200 hectares par travailleur, ça n'a rien d'une exagération. C'est pas ce qu'il y a de marqué sur le papier. Vous pouvez multiplier par 20 en 50 ans. Mais c'est pour ne pas exagérer, on va dire 100 hectares par travailleur que multiplie 100 quintaux. Ça veut dire que aujourd'hui, un agriculteur, même pas le mieux équipé, qui a la plus grande surface par travailleur possible, mais un agriculteur, un céréalier moyen en Europe occidentale, il produit 10 000 quintaux de céréales à lui tout seul. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'au début du siècle, un agriculteur bien équipé en traction animale, il produisait 10 hectares, que multiplie 10 quintaux, une centaine de quintaux. Comparé à un agriculteur manuel, travaillant strictement à la main avec des bêches, etc., qui lui cultivait 1 hectare pour multiplier par 10 quintaux, l'écart de productivité au début du siècle entre la culture manuelle la moins productive et la culture à traction animale la plus productive était de l'ordre de 1 à 10. Aujourd'hui, entre la culture manuelle qui existe encore aux 4 coins du monde, qui n'existe plus chez nous, mais qui existe encore aux 4 coins du monde, 1 hectare que multiplie 10 quintaux, donc 10 quintaux au total, et la culture motorisée, mécanisée, chimisée dont on vient de parler, 10 000 quintaux,
hein, 100 hectares que multiplie 100 quintaux, je prends ces chiffres parce que c'est simple, 10 000 quintaux, eh bien l'écart de productivité, c'est 10 sur 10 000. L'écart de productivité est aujourd'hui de 1 à 1000. C'est ça qu'il faut savoir. C'est capital. La révolution agricole contemporaine a multiplié au moins par 100 la productivité brute du travail des exploitations les mieux équipées, etc. Et elle a créé un écart absolument immense qui est de 1 à 1000 entre la productivité des cultivateurs manuels les moins bien équipés et celle des cultivateurs motorisés, mécanisés, chimisés, les mieux équipés. Alors, ça a donné, bien que la mécanisation, la motorisation, mécanisation ait formidablement accru la superficie par actif, et il n'en reste pas moins que la motorisation, mécanisation n'accroît pas la production, hein. Ce qui accroît la production, c'est les semences sélectionnées, les engrais et les pesticides. La motorisation et la mécanisation, elles, accroît la superficie cultivable par travailleur et donc elle réduit la main-d'œuvre. Donc elle a permis de dégager 90% de la main-d'œuvre agricole existant au début du siècle. Il y avait 6 millions d'exploitations agricoles en France au début du siècle, il y en a 600 000. Et si on compte ça en travailleurs, ça c'est divisé par 10 le nombre des exploitations, mais en travailleurs c'est un peu plus que par 10. Ok, donc la motorisation, mécanisation, c'est un économiseur de main-d'œuvre, un réducteur de main-d'œuvre agricole. D'accord, ça c'est très important. Il y a des gens qui croient que la motorisation, mécanisation, ça sert à accroître la production. Non. En général, ça la fait diminuer pour des raisons qu'on peut bien comprendre. C'est que les terres motorisables et mécanisables, ce ne sont pas toutes les terres qui étaient exploitables avec des animaux et encore moins toutes les terres qui étaient exploitables à la main. C'est la raison pour laquelle, en une centaine d'années, les terres cultivables et exploitées en France ont été, comme je l'ai dit tout à l'heure, réduites de plusieurs millions d'hectares. Mais comme les rendements augmentent sur les terres qui restent en culture et qui restent exploitées, alors évidemment la production au total augmente aussi considérablement. La réduction des terres, c'est peut-être une réduction de l'ordre de 20 ou 30% de la superficie exploitée au début du siècle, tandis que les accroissements de production, de rendement et de production, vous voyez bien, ça fait beaucoup plus que compenser. Alors on se retrouve donc avec une production végétale dans les pays développés, la France, l'Europe occidentale, les États-Unis, avec une production végétale qui excède de loin, hein, et ça se passe en quelques dizaines d'années, qui va excéder de loin les besoins alimentaires directs de la population. On produit aujourd'hui, dans la plupart des pays développés, 10 fois plus de céréales que les gens pourraient en manger. Et donc, on a une production végétale qui dépasse largement les besoins humains. Et donc, on va commencer à utiliser cette production végétale pour nourrir cette fois directement les animaux d'élevage, qui ne vont plus être seulement des mangeurs d'herbes ou de tubercules, ou de résidus de culture, ou de résidus de meunerie, ou de résidus de cuisine, ou de résidus de laiterie, mais qui vont devenir des consommateurs de céréales et de protéagineux. C'est-à-dire, on va dire, en gros, consommateurs de maïs ou de blé fourragé, ou d'orge fourragère, consommateurs de soja ou de févrole fourragère, les protéagineux ayant été préalablement triturés. On en a extrait l'huile qui sert à l'alimentation et on garde la matière protéique, les tourteaux, pour fabriquer des aliments du bétail. Et donc, la révolution agricole du XXe siècle dans le domaine des productions végétales produit un formidable excédent, on va dire, de céréales et de protéagineux, de tourteaux riches en protéines, qui vont servir, à partir de là, à alimenter des animaux dont le cheptel va être formidablement multiplié. Ce ne sont plus des animaux mangeurs de sous-produits, ce sont des animaux mangeurs d'une production végétale de graines, céréalières ou protéiques, qui vont servir. Et ça va commencer par les poulets,
les poules pondeuses, les porcs, et puis petit à petit, bientôt, y compris les vaches laitières et même les vaches fabriquant de la viande, le baby beef dans sa deuxième phase de croissance, le jeune bovin engraissé de 15-18 mois, dans sa deuxième phase de croissance, et d'abord il a le lait, etc., mais dans sa deuxième phase de croissance, il va consommer une grande quantité d'aliments du bétail concentrés, qui sont quoi, au fond? Qui sont des aliments anciennement destinés à l'alimentation humaine, mais qui maintenant sont tellement abondants qu'ils sont utilisés en alimentation animale. Alors, le seul problème, c'est que là, ça va être comme pour les aliments concentrés du bétail vont être dans la production animale la même chose que les engrais minéraux, si vous voulez, dans la production végétale. Il va falloir fabriquer maintenant des animaux qui sont capables d'avaler des rations accrues d'aliments concentrés en glucides, concentrés en protéines, quelquefois un peu en lipides aussi, qui vont être capables de les avaler, de les digérer, et de les transformer en production animale et de les rentabiliser. Donc la sélection animale devient... ça existait avant, hein, pour 36 000 raisons. On a même fait des poissons rouges et des chiens de chasse. Donc la sélection animale, on ne l'a pas inventée pour manger les surplus de grains de la deuxième révolution agricole. Mais la sélection d'animaux toujours plus, on va dire, voraces, plus rapides dans leur croissance et plus rentables, ça va être une nécessité absolue pour utiliser et rentabiliser ces produits végétaux en quantité accrue. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un cochon qui, depuis sa naissance jusqu'à son abattage, on nourrissait un peu de tout et de rien d'un bout de l'année à l'autre, et il fallait à peu près 9 mois pour faire un porc engraissé bon à être tué. Eh bien, les cochons, petit à petit, on va faire des cochons qui ne vont pas à 100 ou 150 kilos comme dans le temps, mais qui vont à 80 kilos et qui vont tourner en 3 mois. Les poulets, un peu la même chose, etc. Alors évidemment, il y a une certaine dégradation de la qualité de la viande, etc. Bon, ce qui fait que là aussi, on va corriger en faisant des poulets plein air, des porcs semi-plein air, des porcs fermiers, etc. Bon, qui poussent un peu moins vite, mais qui font de la meilleure viande et qu'on peut commercialiser dans de bonnes conditions. On va toujours un petit peu trop loin dans le productivisme quantitatif pour revenir à un productivisme, on va dire, qualitatif, qui est dans la deuxième phase également un peu rentable. Mais tout ça, vous savez, on vit là-dedans tous les jours. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'une vache qui produisait, qui nourrissait son veau, disons 1000 litres de lait, et qui produisait 1000 ou 2000 litres de lait supplémentaires qu'on pouvait traire, boire ou transformer en fromage, eh bien, avec un aliment, mais elle mangeait 15 kilos de foin par jour, cette vache. Eh bien, aujourd'hui, pour produire ça, aujourd'hui, une vache, elle va manger 10 kilos de concentré et 5 kilos de foin, et encore pas toujours, pour produire non plus 3000 litres de lait par jour, lait du veau compris, mais pour produire 8000, 9000 ou 10 000 litres de lait. Ce qui est énorme. Ça veut dire que le rendement net en lait de la vache, une fois le veau nourri, et il est passé de 1000-2000 litres à 8-10 000 litres. Bon, c'est pas tout à fait autant que pour les céréales. Il n'y a pas vraiment de multiplication par 10, mais il y a quand même une multiplication significative. Petit à petit, les ruminants, les herbivores vont devenir des consommateurs de concentré. Pas forcément de farine carnée, mais de concentré. Même chose un peu pour les porcs et les poulets. Et donc, on en est, donc la phase, on va dire, d'intensification des productions végétales va forcément à un moment donné dériver vers une phase d'intensification des productions animales. Mais à partir du moment où les productions animales, les animaux sont nourris avec des aliments concentrés, on peut aussi entrer dans une phase de distribution automatique des éléments. C'est beaucoup plus facile à mécaniser et à automatiser que la distribution du foin, la récolte du foin, etc., ou des miettes dont vivaient une bonne partie des animaux autrefois. Autrement dit, le passage à l'alimentation concentrée est un facteur de modernisation de l'élevage.
Conséquence intermédiaire sur laquelle je suis passé trop vite, mais je vais y revenir maintenant, c'est que les gains de productivité qui ont eu lieu dans les productions végétales dont nous avons parlé tout à l'heure, hein, on est passé donc de 10 fois 10, 100 quintaux par travailleur à 100 fois 100, 10 000 quintaux par travailleur. Ces gains de productivité absolument énormes ont été, contrairement à ce qu'une idée courante, ils ont été beaucoup plus importants, beaucoup plus rapides, puisque ça s'est produit en une cinquantaine d'années, que les gains de productivité dans la même période dans l'industrie et dans le commerce. La conséquence de ça, c'est que les prix de revient, et n'oublions pas qu'on a supprimé les 3/4 des emplois agricoles dans le même temps. Le prix de revient de ces produits végétaux de base a été, en une cinquantaine d'années, divisé en gros par 5. Vous avez là le prix en monnaie constante, bien sûr. C'est-à-dire qu'au prix de 1998, ou en dollars d'aujourd'hui, on pourrait dire pour simplifier, en dollars d'aujourd'hui, le prix du blé exporté des États-Unis, c'est le prix Chicago, il est passé de 500 $ la tonne à une centaine de dollars la tonne aujourd'hui. Bon, ça n'empêche pas qu'il y a des fluctuations de prix, c'est une autre affaire, mais la baisse tendancielle, la division par 5 en 50 ans, ça, c'est pas une question de fluctuation. Les fluctuations, c'est suivant l'état des stocks, etc., et des demandes sur le marché. Mais la baisse tendancielle, elle est le fruit des gains de productivité absolument énormes qui ont eu lieu dans le secteur. Ça veut dire qu'en gros, les prix agricoles, en francs courants ou en dollars courants, ils augmentent comme tous les prix, il y a de l'inflation. Mais si on déduit l'inflation, on s'aperçoit qu'en dollars constants, ça s'appelle comme ça, ou en francs constants, ou en euros constants, ces prix ont baissé d'une manière fantastique dans les pays développés, d'abord aux États-Unis, ensuite dans les autres pays développés. Alors, cette baisse des prix des matières premières agricoles, donc des céréales et du soja, pour simplifier, font partie des conditions pour qu'on développe un élevage dont l'alimentation est basée sur ces matières premières de moins en moins chères. Il faut bien comprendre que d'abord, il faut qu'il y en ait de grandes quantités, plus que ce que les humains peuvent consommer, mais il faut deuxièmement que le prix soit devenu si bas qu'on va pouvoir remplacer les anciennes nourritures végétales des animaux, on va pouvoir les remplacer en masse par ces matières premières végétales, ces aliments du bétail en fait, on appelle ça comme ça, qui sont produits en masse maintenant dans les pays en développement. Pour illustrer la croissance de la productivité dans la céréaliculture, vous avez ça, ici la superficie par travailleur, hectare par UTA, unité de travailleur agricole. Vous avez là le nombre de quintaux que peut produire un travailleur travaillant seul, équipé jusque dans... Ah oui. On avait en 1950 maximum 10 hectares que multiplie 10 quintaux, 100 quintaux. Et aujourd'hui, vous voyez que 100 hectares que multiplie 100 quintaux, 10 000 quintaux, c'est courant, et qu'il y a même des exploitations à 200 hectares que multiplie 100 quintaux, 20 000 quintaux dans le paysage. Naturellement, cette baisse des prix, mais la baisse des prix a joué de manière sélective sur les exploitations. La baisse des prix qui est déterminée par les gains de productivité des exploitations qui investissent et qui s'agrandissent, elle se traduit par une baisse des prix qui fait baisser le revenu des agriculteurs qui n'ont pas pu investir, qui n'ont pas pu s'agrandir et qui n'ont pas pu faire des gains de productivité suffisants. Et donc à chaque génération, il y a grosso modo la moitié des exploitations qui, au moment de l'arrêt d'activité de l'exploitant, ne sont plus viables. Elles sont devenues trop petites, trop sous-équipées, trop peu productives pour pouvoir être reprises. On dit qu'elles ont cessé d'être viables, et les descendants des exploitants héritant d'une exploitation non viable, en général, ils ne reprennent pas cette exploitation et ils quittent l'activité agricole. Donc à chaque génération, il y a la moitié ou les 2 tiers ou les 3/4 des agriculteurs
qui cessent leur activité. Aujourd'hui, on est dans une situation toujours du même ordre. Si la baisse des prix agricoles en termes réels, en euros constants, qui continue depuis 50 ans, continue aujourd'hui si on s'aligne sur le prix international, eh bien, ça entraînera la disparition de la moitié des exploitations qui existent aujourd'hui, qui sont 600 000, il y en aura 300 000 dans 20 ou 25 ans, c'est déjà programmé. Si jamais la baisse des prix est un peu plus forte que ce qu'on vient de dire, et si jamais les aides compensatoires à la baisse des prix qui sont décidées par Bruxelles venaient à baisser, alors ce n'est pas 300 000 exploitations qui disparaîtraient, mais c'est 450 000 et on se retrouverait avec 150 000 exploitations dans 25 ou 30 ans. Ce qui veut dire que la superficie moyenne des exploitations françaises, qui aujourd'hui est de, je crois, 50 hectares, elle passera à 100 hectares s'il y en a 300 000 qui disparaissent, et elle passera à 200 hectares s'il y en a 450 000 qui disparaissent. Donc on est dans un mécanisme de croissance de la surface, de croissance des rendements et de croissance de la productivité qui se déroule à une vitesse folle depuis une cinquantaine d'années, qui se traduit par une baisse des prix réels extraordinaire, qui élimine toutes les exploitations qui, un jour ou l'autre, cessent de progresser, cessent d'investir, cessent de gagner en productivité, et donc se trouvent reléguées dans un revenu qui va en baissant. Quand les paysans disaient « ça a eu payé, mais ça ne paie plus », tout le monde rigolait, mais c'était pourtant ça, la vérité économique la plus stricte. En général, les gens, quand il n'y a pas de théorie, il faut mieux écouter les praticiens, on sait mieux ce qui se passe que de rêver. Donc, voilà. Alors, on en est à quel stade de notre temps? Il nous reste un peu de temps. Alors ça, c'est ce qui se passe dans les pays développés. Dans les pays en développement, dans les années 50, 60, 70 et même début 80, la très grande majorité des exploitants agricoles, qui étaient en culture manuelle ou en culture à traction animale, peu ou pas très performantes, la majorité des exploitations de ces pays n'avaient pas les moyens d'investir dans la moto-mécanisation, n'avaient pas même toujours les moyens d'acheter des semences sélectionnées, des engrais et des produits de traitement, mais quand même un peu plus. La seule question, c'est que, en général, les variétés et les protocoles techniques qui avaient été mis au point dans les pays développés, qui en fait sont l'Amérique du Nord, l'Europe occidentale, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, etc., ces techniques de la révolution agricole contemporaine n'étaient pas particulièrement appropriées pour les pays, on va dire, chauds, hein, en particulier les pays tropicaux. Et donc, la révolution agricole, telle que nous venons de la décrire, se développait de toute façon pour des raisons sociales. Les exploitations étaient trop petites, trop peu productives, les revenus étaient trop bas en général, se développaient pas pour des raisons économiques et sociales, mais aussi pour des raisons, on va dire, techniques. Mais à partir des années 60, il y a eu des centres de recherche de la Révolution verte qui étaient financés par des fondations de recherche américaines, Rockefeller, etc., Ford aussi, et qui ont fait porter leur effort sur le maïs, le riz et le blé, mais sur des variétés de maïs, de riz et de blé adaptées aux régions chaudes. D'abord parce que le sud des États-Unis, ne serait-ce que ça, c'est une région chaude, hein, la Floride, etc. Donc il y avait besoin de variétés à haut rendement pour adapter aux régions chaudes, mais aussi parce que, d'une certaine manière, les producteurs d'engrais et les producteurs de pesticides misaient sur une extension de la révolution agricole, la sélection, les engrais minéraux et les pesticides, dans les pays en développement, en particulier dans les régions chaudes. Donc on s'est lancé dans ces sélections. Parallèlement à l'époque coloniale et après l'époque coloniale, on avait aussi développé la sélection sur les cultures d'exportation, le coton, l'arachide, le café, le cacao, la banane, etc. Alors si on additionne tous les efforts
de sélection génétique qui ont été faits donc sur, on va dire maintenant, maïs, blé, riz, les 3 grandes céréales, hein, qui sont à peu près à égalité dans la production mondiale, sur le soja aussi un peu plus récemment, et sur les cultures tropicales d'exportation, on va dire ça pour simplifier, on en arrive fin des années 60, début des années 70, à la possibilité de développer, dans une certaine mesure en tout cas, la révolution agricole contemporaine dans les pays chauds, qui sont généralement des pays en développement. Et cette variété, on va dire, tropicale de révolution agricole contemporaine, c'est ce qu'on appelle la révolution verte. Alors, vous remarquerez qu'au départ, la révolution verte, on ne parle pas de grande motorisation, grande mécanisation. Mais le principe, sélection, chimisation, est là. Et de fait, la très grande majorité des paysans du monde ne pourraient pas s'acheter ni tracteur ni grande machine, mais ceux qui ne sont pas trop mal placés, qui ont des bonnes terres, qui ont un peu de revenus, peuvent quand même acheter des semences, des engrais et des produits de traitement. Et c'est vraiment ce qui va se passer. Mais ça va se passer avec difficulté, pour une raison très simple, c'est que fin des années 60, début des années 70, vous voyez, les prix agricoles internationaux, là c'est la courbe du blé, mais vous prenez toutes les courbes de produits agricoles, les courbes de prix des produits agricoles sur le marché international ont déjà baissé terriblement. Les prix ont déjà été divisés par 3 par rapport aux années 50. Donc les pays en développement se trouvent à avoir les moyens de se lancer dans la révolution agricole variété verte à un moment où les prix sont déjà formidablement déprimés par les gains de productivité qui ont eu lieu dans les pays développés auparavant. Heureusement ou malheureusement, comme vous voudrez, ces prix tellement bas et qui n'ont cessé de baisser depuis une trentaine d'années, non, depuis une vingtaine d'années, enfin depuis le lendemain de la guerre, qui n'ont cessé de baisser, sont arrivés à un niveau si bas que, effectivement, ça a déjà éliminé tout un tas de petits et moyens paysans des 4 coins du monde qui n'ont pas résisté à cette baisse des prix, et ça n'a pas spécialement encouragé à produire ceux qui restaient. Puisque pour produire plus, il faut investir plus, et donc il faut avoir un revenu déjà et des espoirs de revenus qui le garantissent. Donc ça avait formidablement découragé la production. Et d'avoir découragé la production, ça avait conduit les stocks internationaux de blé, de maïs, de riz et de soja en fin de campagne à un niveau inférieur à 15 ou 16% de la production et de la consommation mondiale d'une année, à un niveau 15 ou 16% qui est considéré comme pratiquement une rupture de stock potentielle. Quand les stocks sont si bas, qu'est-ce qui se passe? Les acheteurs à terme, ceux qui en ont les moyens, se précipitent pour acheter ce qui reste, évidemment, parce qu'ils se disent ça va monter. Et comme ils se précipitent, ça monte et ça monte 2 ou 3 fois plus que ça n'aurait dû monter normalement, mais le marché n'est pas normal. Le marché, il est par définition aussi spéculatif que nécessaire et il fait doubler ou tripler les prix sur le marché international. Alors, pendant 3-4 ans, ça ne dure pas longtemps, malheureusement, les phases de haut prix, vous diront les producteurs. Pendant 3-4 ans, les prix internationaux sont très favorables aux agriculteurs. Et ça va relancer la production aux États-Unis. Les États-Unis ont un véritable plan de relance de l'agriculture. Ils ont un formidable déficit budgétaire et ils veulent payer la note pétrolière. N'oubliez pas que le pétrole a augmenté aussi à cette époque. Ils veulent la payer avec le pétrole vert, comme on dit. La France en fait autant. Moi, j'étais chef du département d'économie de l'INRA. J'ai reçu une note du ministre de l'Agriculture, je crois que c'était Jacques Chirac, à travers le directeur général. Il ne s'adressait pas à moi directement, n'ayez crainte. Disant, bon, qu'est-ce qu'on fait pour doubler ou tripler les exportations françaises? Moi, je fais ce que je peux. Je réponds, écoutez, il y a des hectares qui ont été abandonnés, on pourrait les relancer, etc. etc. On pourrait faire un plan protéines parce qu'on est déficitaire en protéines et que les Américains nous en vendent plus. C'est vraiment le moment d'en profiter, etc. Je passe. Tous les pays du monde, y compris les pays en développement, qui voient que les prix agricoles sont à la hausse, se lancent dans une formidable relance de la production agricole et des possibilités d'exportation.
Bon, ça dure jusqu'à la fin des années 70, 75, 16, 17, 18, ça dépend des produits. Et puis après, eh bien, on repart dans une nouvelle tendance à la baisse qui se poursuit pratiquement depuis les années 80. Depuis les années 80, le prix international des produits agricoles, en gros, en tendance, hein, pas au jour le jour, parce que ça fait le yo-yo, ils ont été encore divisés par deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les prix des produits agricoles sont divisés. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a eu la révolution verte. C'est-à-dire que même des paysans en culture manuelle, quand ils passent de 10 quintaux de rendement à 100 quintaux de rendement, ça fait une différence dans le revenu monétaire, parce qu'ils mangent 10 quintaux, ce qu'ils n'arrivaient pas à faire avant, et puis ils en ont 9 quintaux à vendre. C'est le cas en Indonésie, en Thaïlande, en Chine à partir de 78, puisque la Chine redistribue la terre aux paysans, augmente les prix agricoles pour tenir compte du marché international sans doute aussi, et elle relance formidablement sa production. La révolution verte, c'est parti. Et donc, l'élargissement du volume de production mondiale, il se fait maintenant sur un front beaucoup plus large, et elle va toucher cette révolution verte sur 1,3 milliard, il y a 3 milliards de paysans dans le monde, hein, enfants compris, vieillards compris, il y a 1,3 milliard d'actifs agricoles, c'est-à-dire de population agricole active. Là-dessus, il y en a peut-être les 2/3, 800 à 900 millions qui ont bénéficié de ce qu'on va appeler la révolution verte, c'est-à-dire sélection, chimisation. Mais ça ne s'arrête pas là non plus, parce que à partir du moment où la révolution agricole a fait ses expériences et qu'on sait conduire des cultures chimisées, sélectionnées et chimisées dans les pays développés, et à partir du moment où la révolution verte ayant fait son expérience très large et de masse, on sait cultiver dans les régions chaudes aussi, alors il y a des investisseurs. Des investisseurs se mettent en piste pour tirer parti, partout où ça va être possible, pour tirer parti de ce savoir-faire accumulé, on va dire, par les paysans du Nord et par les paysans du Sud. Et ils vont le faire, mais dans des endroits où il y a d'autres conditions favorables. Par exemple, des grands domaines de milliers ou de dizaines de milliers d'hectares qui sont déjà concentrés. C'est le cas de toute l'Amérique latine, en particulier du Brésil et de l'Argentine, et où les terres sont sous-exploitées ou pas exploitées dans une certaine mesure. C'est le cas aussi en Afrique du Sud, c'est le cas aussi dans certaines régions de l'Inde, des Philippines, de l'Indonésie, etc. Donc les conditions, c'est qu'on ait un savoir-faire technique acquis, qui fait qu'on sait que si on fait ça, on obtiendra ça. L'expérience est faite. La révolution agricole, elle a eu lieu dans les pays développés. La révolution verte, elle a déjà largement avancé dans les pays en développement. Reste pour de grands investisseurs, qu'ils soient brésiliens, argentins ou des investisseurs internationaux en tout genre, il faut avoir des terres disponibles en grande quantité. Donc, ils vont aller dans les ex-pays coloniaux où il y a des grands domaines concentrés d'avance et qui n'ont pas été l'objet d'une réforme agraire redistributive, comme c'est le cas en Chine. Ils vont aussi viser, à partir des années 90, l'Ukraine ou la Russie, où les terres ont été concentrées sous Staline et où elles n'ont pas encore été redistribuées. Et donc, il y a des grands domaines de milliers ou de dizaines de milliers d'hectares qui sont complètement décapitalisés, sous-exploités aujourd'hui, et qui offrent donc des terrains de chasse fantastiques pour tout investisseur compétents en la matière. Ils vont aussi le faire dans des pays où donc l'expérience est faite. Il y a des domaines suffisamment grands pour pouvoir faire ça sans multiplier les contrats avec des petits producteurs, ce qui est quand même très coûteux. Donc le faire à grande échelle. Et troisièmement, là où la main-d'œuvre est bon marché. C'est-à-dire là où justement les grands domaines ont tellement privé les paysans de terre qu'il y a dans les campagnes du Brésil, d'Argentine, d'Ukraine, autant de travailleurs qu'on veut à $1 par jour. $0,25 dans le nord-est, $3 dans le sud du Brésil. De toute façon, ça fait $1,000 par travailleur et par an, au maximum. Alors si vous arrivez à faire produire 10 000 quintaux de grains à un tractoriste qui gagne $1,000 par an, ça fait coût de la main-d'œuvre par kilo de grains, 1 millième de dollar. C'est-à-dire rien.
C'est-à-dire qu'on peut produire dans des pays comme ça, à technique égale, à rendement égal, à superficie par tractoriste égale, on peut produire du blé à 8 € le quintal. 8 € le quintal. Hein. C'était 60 € dans les années 50, euros d'aujourd'hui. 8 € le quintal. C'est en gros la moitié du prix de revient du céréaliculteur moyen européen. On peut produire du blé à 8 € le quintal, on peut produire du soja à 14 ou 15 € le quintal, on peut produire de la viande bovine à moins d'1 € le quintal, et on peut produire des viandes blanches à 1,5 € le quintal. C'est-à-dire la moitié des prix de revient des agriculteurs américains et européens. Ça, il faut bien prendre conscience de ça. Et c'est, en gros, c'est cette vague de révolution verte et de révolution agricole contemporaine, tracteurs compris, réalisée dans les grands domaines sous-exploités du Sud et de l'Est, et dans les pays à bas salaire, hein, qui explique cette deuxième baisse des prix des 10 dernières années. Donc voilà, en simplifiant. Alors il y a une chose sur laquelle je n'ai pas insisté, il me reste 5 ou 10 minutes, et puis on aura une demi-heure de questions, c'est la spécialisation. Alors effectivement, c'est difficile de tout enchaîner en même temps. Comme la baisse des prix, on a eu un peu de mal à la raccorder. Mais il faut d'abord bien comprendre qu'est-ce que c'est techniquement la révolution agricole. Alors, la spécialisation. Alors, la spécialisation, elle naît d'abord du fait que dans les régions de grandes cultures, céréales, plantes sarclées, etc., voire viticulture, voire arboriculture, voire même culture et légumière, à partir du moment où les tracteurs arrivent, il n'est plus nécessaire de nourrir des animaux de traction. Et donc, toutes ces exploitations en voie de motorisation, mécanisation, vont petit à petit supprimer les animaux de traction. Deuxièmement, au fur et à mesure que les engrais minéraux arrivent et que les rendements en céréales, en plantes sarclées, en toutes autres productions augmentent, les résidus de culture, les pailles, les fans de plantes sarclées, etc., augmentent aussi. Donc la matière organique qui reste après récolte sur les terrains où les rendements ont été multipliés par 5, 6 ou 7, la matière organique qui reste, elle est peut-être augmentée, qui reste et qu'on va enfouir, va également beaucoup augmenter. Si bien qu'on pensait, et j'avais vu quelques dénégations dans la salle peut-être. Ah non, c'était pas ici, j'ai fait une autre conférence, il ne faut pas que je mélange les publics. Si bien que les gens pensaient, mon prédécesseur René Dumont pensait, écrivait, que la spécialisation céréalière et grande culture sans élevage allait produire un désastre pédologique, allait ruiner les sols des régions de grande culture. Parce qu'il n'y aurait pas de matière, il n'y aurait pas de fumier, il n'y aurait pas de matière organique, etc. Mais ça n'a pas été vraiment vrai. Parce que les rendements augmentant, les résidus de culture augmentent aussi suffisamment pour que finalement, même en supprimant l'élevage, même en supprimant les cultures foragères, même en supprimant le fumier, la quantité de matière organique qu'on restitue chaque année et donc d'humus qu'on arrive à maintenir dans les sols a soit pas baissé dans certaines régions, soit en tout cas beaucoup moins baissé qu'on ne le craignait. Alors, ça ne veut pas dire que d'avoir toujours des cultures et jamais de l'herbe, etc., c'est pas un peu mauvais pour la structure des sols. Et puis peut-être vaudrait mieux du fumier bien évolué que de la matière organique du genre paille sèche à hacher et à enfouir. On ne va pas dire que cette matière organique est équivalente à du fumier. Mais elle arrive quand même à réduire, et de beaucoup, la baisse du taux de matière organique et d'humus dans les sols. Donc, ça va marcher. Et donc, on va dire que les tracteurs suppriment la nécessité d'avoir des animaux de traction. Donc, ça va réduire aussi les fourrages et le fumier. Mais les engrais minéraux suppriment dans une certaine mesure la nécessité d'avoir du fumier et donc des fourrages et des engrais. Donc, hop, on abandonne les cultures fourragères, on abandonne les productions animales pour se concentrer sur les cultures qui rentabilisent le mieux la révolution agricole contemporaine, les céréales, les plantes sarclées, etc.
Donc, spécialisation des grandes cultures. Deuxièmement, il y a d'autres facteurs qui vont intervenir. C'est que, bien entendu, au XIXe siècle, il y avait eu les chemins de fer qui avaient déjà entraîné un petit début de spécialisation régionale. Mais là, il y a non seulement les chemins de fer, mais il y a les transports routiers très efficaces qui se développent dans la deuxième moitié du siècle, voire même jusqu'au transport intérieur de l'exploitation, etc. En fin de compte, si une région est capable de produire des céréales un tout petit peu moins chères qu'une autre région voisine, petit à petit, il y a de grandes chances que la culture de céréales va disparaître dans la région un peu moins favorisée, parce que les gains de productivité aidant ici et la baisse des prix se produisant, les gains de production se produisant dans les régions les plus favorables, il n'y aura plus de place sur le marché pour la région marginale en céréales. Alors qu'est-ce qu'on fera dans la région marginale? Ça va, tout dépendra des conditions. Si on est dans une région pas très favorable aux céréales, mais assez favorable à l'herbe, comme la Normandie ou comme le Limousin, on fera du lait en Normandie, de la viande dans le Limousin. C'est clair. Mais si on est dans une région comme le Val-de-Loire, où ce qui marche le mieux, finalement, ça sera la vigne ou les cultures légumières, il y aura spécialisation. Donc, dans la spécialisation, il y a deux choses qui interviennent. C'est les nouveaux moyens de production qui n'exigent plus qu'il y ait, comment dirais-je, les nouveaux moyens de production, les tracteurs et les engrais, qui n'exigent plus qu'il y ait combinaison de culture végétale et de production animale. Et deuxièmement, il y a les conditions de transport qui répercutent la concurrence de manière terrible dans toutes les régions. Et au fond, qu'est-ce que c'est la spécialisation? C'est l'abandon progressif dans chaque région de toutes les cultures, de toutes les productions qui, les unes après les autres, cessent d'être rentables. Et il reste à la fin ce qui est encore rentable, c'est-à-dire ce qui est produit avec un prix de revient inférieur ou égal à celui des régions les plus productives et qui ont les prix de revient les plus bas. Donc c'est l'élimination progressive de tout ça. Ça va, que la spécialisation soit un processus d'élimination par la concurrence, c'est absolument évident quand on voit ce qui se passe dans des régions où on ne peut pas produire de céréales moins chères que dans... à un prix voisin des autres régions. On ne peut pas non plus produire de produits animaux, on ne peut pas produire de fruits, pas de vie. Et dans ces régions-là, la spécialisation, c'est la déprise agricole et c'est la friche. Et ça concerne, c'est la spécialisation la plus étendue en France au XXe siècle, puisque c'est 10 millions d'hectares de terre sur 25 millions au début du siècle. Donc la déprise agricole, c'est-à-dire la friche, fait partie du processus, on va dire, d'élimination de tout ce qui n'est pas rentable. C'est une manière un peu paradoxale de présenter la spécialisation, parce qu'il est vrai aussi que dans certaines régions, on va se mettre à faire des choses qu'on ne faisait pas avant. Mais dans la plupart des régions, ce n'est que l'abandon de ce qui cesse progressivement d'être rentable. Voilà. Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions sur révolution agricole, c'est quoi, ça marche comment, révolution verte, c'est quoi, ça marche comment. Et ça nous plante un peu le décor pour une leçon qui aura lieu dans plusieurs semaines, hein, en juin, je crois. Parce que là, on s'arrête jusqu'à une leçon dont j'ai oublié la date, mais que vous allez me rappeler peut-être, qui est dans les programmes, où on parlera. Alors, il y a un changement ? On en parlera dans un instant. Donc, ça nous permet de planter le décor pour faire une analyse un peu globale de la situation agricole et alimentaire mondiale et pour essayer de répondre à la question, mais au fond, comment est-ce possible qu'en début du XXIe siècle, il y ait encore un tiers de la population du monde qui soit d'une manière ou d'une autre sous-alimentée, pour qu'il y ait la moitié des paysans du monde qui soient restés à l'écart, d'une certaine manière, de tous ces progrès. Voilà, en gros, les deux questions qu'on va essayer de traiter la prochaine fois. Mais pour ce qui est... donc aujourd'hui, les questions, ça ne consiste pas à me poser des questions sur ce qu'on va faire la prochaine fois, mais ça consiste plutôt à poser des questions sur ce qu'on vient de dire aujourd'hui. Voilà. Merci de votre attention.